Bonjour, c'est Ulrich Heugeveld au Parlement européen à Bruxelles. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de Radio Nantes consacrée aux grands enjeux de l'actualité européenne. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui à la situation de la Pologne, où nous assistons à une dérive autoritaire dont vous nous direz, Monsieur De Waal, qui est notre invité aujourd'hui, si elle est préoccupante depuis le retour au pouvoir du parti Droit et Justice, parti dirigé par Jarosław Kaczyński, frère de l'ancien précédent décédé, on s'en souvient, dans un tragique accident d'avion près de Katyn, cet endroit de maudit, on peut le dire, de l'histoire polonaise en 2010. Alors nous allons bien évidemment revenir sur la situation actuelle du pays des derniers mois, marqué par un tournant très autoritaire et eurosceptique. Nous tenterons de l'expliquer, mais également de faire un peu de prospective pour imaginer comment pourrait évoluer la situation au long de ces 4 années que doit durer le mandat parlementaire dominé par ce parti. Nous essaierons également à tenter de comprendre comment nous en sommes arrivés là, pourquoi la Pologne, pays qui a pourtant beaucoup profité de son adhésion à l'Union européenne, c'était en 2004, et un pays qui a finalement peu souffert des suites de la crise de 2008, en maintenant des taux de croissance à faire pâlir d'envie ses voisins, a pu choisir de voter pour un parti ouvertement eurosceptique et lui donner une majorité absolue qui lui offre tous les leviers de pouvoir. Nous évoquerons également les inquiétudes et les premières réponses données à cette situation par les institutions européennes, notamment bien sûr le Parlement européen où nous sommes aujourd'hui. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau, ici au Parlement européen, Monsieur Jean-Michel De Waal. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de la Pologne, professeur à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Vous en êtes également le vice-recteur et vous avez coordonné très récemment, c'était fin janvier je crois, avec Anna Paseczniak, l'ouvrage Comprendre la Pologne, édité aux éditions L'Harmattan, un ouvrage intitulé Comprendre la Pologne. Et justement, vos lumières ne seront pas de trop, je pense, pour comprendre ce qu'il se passe dans ce grand pays de l'Union qui compte tout de même près de 40 millions d'habitants. C'est un travail d'autant plus intéressant, cet ouvrage que vous publiez, qu'il fait la part belle, et c'est assez nouveau aussi aux spécialistes et aux auteurs polonais. Alors vous le dites dans votre ouvrage, Monsieur De Waal, les études sur la Pologne avaient connu un assez net désintérêt les dernières années. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi ce désintérêt qui nous a fait négliger certaines données de la situation de la Pologne et empêcher à beaucoup, notamment ici, d'anticiper le retour de droit et justice au pouvoir? Je dis retour parce que ce parti avait déjà été au pouvoir quelques années auparavant. Est-ce que beaucoup avaient cru un petit peu trop vite que la Pologne s'était en quelque sorte totalement européanisée après 8 ans de mandat de Donald Tusk? Donc je pense qu'effectivement la Pologne a disparu des écrans radars médiatiques, ce qui est généralement une bonne nouvelle quand on ne parle pas d'un pays, c'est qu'il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de crise sociale, les médias sont faits de telle façon qu'on ne parle du pays que quand il va mal, quand il s'y passe des choses. Et on parlait très très peu de la Pologne ces dernières années. On disait même que la Pologne était devenue le bon élève de l'Europe. À la fois, il recevait énormément de fonds européens, la situation économique y était plutôt favorable, et la diplomatie polonaise s'alignait petit à petit sur des positions les plus pro-européennes, voyant combien l'adhésion à l'Union européenne était profitable. La diplomatie belge, qui est souvent très pro-européenne, travaillait la main dans la main avec la diplomatie polonaise sur toute une série de questions. Et voilà, on se disait, tiens, c'est une surprise. Et on en parlait comme ça, comme d'une heureuse surprise. On se disait, tiens, on a peut-être été trop alarmiste sur la situation en Europe centrale. Il y a des pays d'Europe centrale qui peuvent devenir pro-européens. Et puis, il y a ce réveil douloureux. Alors je ne pense pas que le fait qu'on se soit beaucoup moins intéressé à la Pologne explique ce qui s'est passé en Pologne, bien entendu, mais comme pour toute l'Europe centrale, je pense que cette zone continue à peu intéressée, à être peu médiatisée. Elle n'est représentée que de façon sombre, triste. Le mur de Berlin est tombé, mais je ne suis pas sûr que le mur de Berlin soit tombé dans les esprits et dans les mentalités, dans les représentations symboliques. L'Europe centrale reste quand même une zone bizarre, étrange, avec des hommes politiques un peu étonnants. En plus, il n'y a pas un clivage gauche-droite très affirmé. Ils ne sont pas comme nous.
nous, voilà, et ils servent de bouc émissaire parfait, le plombier polonais, les travailleurs qui viennent prendre leur emploi, voilà, tout est bon pour taper sur les pays d'Europe centrale. Alors on le verra plus loin, il y a certainement de grosses critiques qui doivent être faites à ce qui se déroule en Europe centrale et en Pologne, mais voilà, nous voulions dans cet ouvrage d'abord donner la parole aux auteurs polonais. Moi, voilà, enfin, écoutez, 20-25 ans après la chute du mur de Berlin, il est assez absurde d'avoir certaines publications, particulièrement en France, où sur les 12 chapitres, les 12 sont écrits par des Français, qui sont de très bons spécialistes de la Pologne. Mais enfin, bon, il y a aujourd'hui une science politique, une sociologie polonaise qui peut très très bien et beaucoup mieux, me semble-t-il, expliquer ce qui s'est passé. Et donc voilà, on s'est rendu compte qu'on ne parlait plus de la Pologne, que ce pays, il se passe des choses dans les profondeurs de la société polonaise, dans les soubassements, les plaques tectoniques de la société polonaise sont en mouvement, la mondialisation y est pour sa part, l'adhésion à l'Union européenne joue son rôle, ce qui se déroule en Ukraine et en Russie aussi, et voilà, tout ça joue et fait qu'on a besoin, je pense, d'essayer de donner aux lecteurs quelques clés de lecture sur la Pologne. Voilà, notre ouvrage aborde l'agriculture, la religion, la politique extérieure, l'adhésion à l'Union européenne, les partis politiques, pour essayer de permettre aux lecteurs, pour avoir une vision polonaise sur les évolutions. Je tiens vraiment à signaler que cet ouvrage est aussi pluraliste. C'est-à-dire on n'a pas été chercher tous des gens qui sont anti-Kaczynski ou pro-Kaczynski. Il y a des personnes qui ont voté PiS, il y a des personnes qui ont voté libéral, il y a des personnes qui votent social-démocrate dans ce livre, qui est donc, me semble-t-il, assez bien représentatif d'un discours d'académiques polonais. Eh bien, merci. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on revienne un petit peu sur ces élections, parce que vous avez expliqué qu'il se passait des choses dans les tréfonds de la société qu'on n'a peut-être pas voulu voir, mais il y a quelque chose, un élément qui est quand même assez net, c'est que la Pologne a beaucoup profité de son adhésion à l'Union européenne. Je le disais dans le préambule, depuis 2008, la Pologne est, sinon un des seuls pays qui a traversé la crise sans encombre, en maintenant des taux de croissance relativement flatteurs. Hein. Oui, donc, alors, il faut rappeler qu'avant les élections législatives, il y a eu des élections présidentielles, dont on a très très peu parlé. Or, les élections présidentielles, quelques mois avant les élections présidentielles, tout le monde pensait que le président de la plateforme civique allait être réélu, les deux doigts dans le nez, que c'était une question acquise d'avance. Et puis ça gagnait. C'était déjà un premier signal. Alors, le président en Pologne ne joue pas un rôle majeur, mais c'était quand même déjà un signal assez clair qu'un inconnu puisse battre le président en place. Deuxième élément, les élections législatives qui donnent ce résultat, qui a semblé ici une surprise, ici parce qu'on ne s'intéresse pas à la vie politique des pays d'Europe centrale beaucoup à Bruxelles, mais ce n'était pas vraiment une surprise en ce sens que la plateforme civique, le parti de M. Tusk, a un bon bilan économique, mais n'a pas pu, ces dernières années, proposer un nouveau projet pour la Pologne. D'abord, on ne gagne pas des élections sur un bilan. Le bilan, dans tous les pays au monde, ne suffit pas. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Les citoyens, ils ne votent pas pour ce que vous avez réalisé dans le passé. Ils votent pour un projet. Et le projet de la plateforme civique était, on va continuer comme ça. Mais ça, ce n'est pas très mobilisateur. Deuxième élément, oui, la Pologne a connu ces 5-10 dernières années une croissance remarquable et est le seul pays à ne pas avoir subi une crise financière en 2008, mais la répartition de la croissance est très injuste. C'est-à-dire que les inégalités se sont accrues et que le retard de développement de l'Est de la Pologne par rapport à l'Ouest de la Pologne reste considérable. Et donc, les citoyens polonais, à la fois étaient sans doute satisfaits d'une gestion de la Pologne en bon père de famille par la plateforme civique, mais ne voyaient pas les effets dans leur portefeuille. C'est très très bien de dire que le taux de croissance est de 3, 4, 5%. Ce que les gens demandent, c'est oui, mais dans ma vie, est-ce que ma vie s'améliore? Les régions de l'Est de la Pologne qui sont en retard
retard de développement, on dit mais on ne voit pas arriver les fonds communautaires, nous. Tout va à l'ouest, rien ne va à l'est. Et PiS, le parti de M. Kaczynski, a très bien compris cela et contrairement à... Enfin, tous les partis populistes n'ont pas le discours social de PiS. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui a fait gagner les élections à PiS, c'est le programme social. Ce n'est pas du tout les mesures autoritaires. Toutes les mesures qui sont prises n'étaient absolument pas annoncées. Vous pouvez relire le programme de PiS, rien de tout cela n'est annoncé. Donc PiS avait voté les Polonais en disant « la croissance est là ». Nous allons répartir la croissance, nous allons augmenter les allocations familiales et ça ferait pour chaque famille polonaise, selon le nombre d'enfants qu'ils ont, 100-150 € de plus par mois, ce qui est considérable évidemment en Pologne. C'est évidemment la droite catholique qui met l'accent sur les allocations familiales, aider les familles nombreuses, peut-être pousser les femmes à rester à la maison pour avoir des enfants. Donc c'est cette politique-là qui est mise en cause, qui a été mise en avant. PiS a promis toute une série de mesures, à mon avis impayables. Les Polonais ont voté pour une meilleure répartition sociale, une meilleure répartition économique et n'ont pas eu une alternative à la plateforme civique. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la gauche polonaise est dans une crise, je pense qu'elle est morte. Les anciens communistes social-démocratisés ont disparu du Parlement et je pense qu'ils sont en état de mort clinique. Et que donc l'alternative à la plateforme civique, en gros, ce n'était que PiS. PiS a tenu un discours social, a remporté les élections sur cette question-là, avec un discours de critique de l'Union européenne, mais qui durant la campagne a été plutôt modéré. Alors, est-ce qu'on peut faire un profil type de l'électeur polonais qui vote pour le PiS ? Alors, c'est intéressant. Donc, PiS, ces places fortes, excusez-moi, c'est l'est de la Pologne, ça, très clairement. C'est dans les petites villes. Ce sont des personnes qui s'estiment être les perdants de la transition. Et ce sont des jeunes. Et ce sont des jeunes qui sont inquiets pour leur avenir et qui estiment que si le seul avenir qu'on leur offre, c'est d'aller travailler en Europe occidentale, c'est pas très amusant. Mais des jeunes qui se sécularisent aussi. PiS a fait une campagne très peu catholique, conservatrice. Elle a fait vraiment une campagne plutôt sociale. Et M. Kaczynski a été extrêmement discret. Il a fait monter dans les plateaux de télévision et il a mis devant des personnages qui apparaissaient plus ouverts, des modérés, des personnes en qui on pouvait avoir toute confiance. Et là, bon voilà, il y a eu tromperie sur la marchandise. C'est l'impression que ça donne. Alors, un petit mot également sur la disparition du Parti social-démocrate de la gauche polonaise que vous avez mentionné. Pourtant, il y avait des figures de ce parti comme l'ancien président Aleksander Kwaśniewski qui reste populaire. Hein. Oui, mais la gauche polonaise, elle est profondément marquée par son rapport au régime précédent. Elle n'a pas réussi véritablement à muer et elle n'a jamais été de gauche, aussi curieux que ça puisse paraître. Donc c'est la même chose pour toute la gauche en Europe centrale. Ce sont des anciens partis communistes qui, par une espèce de processus magique, on dissout le Parti communiste le samedi pour créer un parti social-démocrate le dimanche. Et 1, 2, 3, je suis devenu social-démocrate. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas en Europe centrale. Parce que ce sont des personnes qui ont en fait gouverné le pays. Et donc c'est des gens du pouvoir, et c'est des gens qui sont assez conservateurs. Et donc ils sont très libéraux au point de vue économique,
Il faut dire que toute une série sont des patrons d'entreprises qui ont été privatisés encore sous le régime communiste et donc sont des membres de la nomenclatura qui ont investi leur capital dans du capital économique, qui ont reconverti le capital politique dans du capital économique et des anciens membres du parti au pouvoir. Ce n'est pas une force de contestation. La meilleure preuve est que ce parti a toujours fait énormément de compromis avec l'Église. Il a fait des compromis avec l'Église durant le régime communiste. Ce parti n'a pas mis en tête de son programme, par exemple, le retour à la légalisation de l'avortement. Il ne mène pas des campagnes sur des problèmes de société qui pourraient créer... Alors évidemment, une part non négligeable de la population polonaise est catholique, pratiquante, mais en ne parvenant pas à faire naître une identité de gauche, ni au point de vue social, ni au point de vue économique, ni au point de vue sociétal, ces partis ont perdu toute crédibilité, ne sont absolument pas parvenus à faire naître de nouvelles élites. Et il faut évidemment mettre cela aussi dans le cadre général de la crise de la social-démocratie partout en Europe. Voilà, il serait étonnant que l'Europe centrale échappe à cette crise. La social-démocratie polonaise, comme la social-démocratie tchèque, roumaine ou bulgare, n'a strictement rien à proposer et est très très peu social-démocrate. Alors vous l'expliquez aussi dans votre ouvrage, la fracture qu'on peut constater dans le paysage politique polonais, elle s'appuie aussi sur un passé, des plaies du passé qui ne sont pas cicatrisées, notamment cet héritage. Oui, bien entendu. Donc le premier vrai clivage, c'est entre les anticommunistes et les anciens communistes. C'est ça qui va organiser dans un premier temps la vie politique polonaise. Il faut dire que tout le monde est très très rapidement d'accord sur l'adhésion à l'Union européenne et que donc jusqu'à l'adhésion à l'Union européenne, à vrai dire, la marge de manœuvre politique et économique est très très faible. La discussion sur l'Europe est votez pour moi parce qu'avec moi on ira plus vite en Europe. Mais ça ne vous permet pas de faire une politique publique, parce que la politique publique que vous pouvez mener à ce moment-là, c'est quoi ? C'est de préparer votre pays à l'Union européenne. Et donc, que demande la Commission européenne pour la pêche ? C'est ça, on va faire ça. Que demande la Commission européenne sur l'énergie nucléaire ? C'est ça, on va faire ça. Mais donc, il n'y a pas de politique de gauche ou de droite qui peut être menée. Et donc, les partis politiques en Pologne, mais c'est vrai pour le reste de l'Europe centrale, n'ont pas pu se différencier dans les premières années sur la transition. Ils étaient tous d'accord sur le modèle, et le modèle, c'était l'adhésion à l'Union européenne. Ce qui faisait que, il fallait mettre en législation l'acquis communautaire. Et donc, ce n'était pas un débat gauche-droite. Et donc, là où ils ont pu se différencier au niveau idéologique, c'est sur le passé. C'est sur qui est responsable du passé. C'est sur le bilan du passé. Et donc ça, c'est dans un premier temps, jusque plus ou moins l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Après, il y a un deuxième clivage, là propre à la Pologne, qui est un clivage entre les libéraux et les catholiques conservateurs. Ce qui est intéressant parce que c'est un clivage historique en Europe centrale. Ce clivage entre les libéraux qui regardent plutôt vers l'Europe, qui sont des vrais libéraux économiques, qui au niveau sociétal peuvent être plus ouverts, qui sont un peu pour le laisser faire, le laisser aller, un État minimal, versus des conservateurs proches des églises, portant des valeurs très rétrogrades, mais dans lequel un certain nombre portent des valeurs sociales aussi, particulièrement dans les pays catholiques comme la Pologne, où le catholicisme a une tradition sociale. Alors c'est souvent plus de la charité que réellement une politique sociale, mais on a eu là donc un deuxième clivage entre libéraux et conservateurs. Alors Monsieur De Wael, vous l'avez dit, les partis politiques s'écharpent sur l'héritage de l'histoire polonaise. Est-ce que finalement on peut dire d'une certaine façon qu'il y a deux Polognes qui ne se comprennent plus ?
Donc les partis politiques se sont écharpés sur le passé, c'est moins présent aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est vraiment un clivage parti libéral versus parti conservateur. On a deux Polognes, on a la Pologne de l'Ouest et la Pologne de l'Est. Ça c'est à tout point de vue c'est très très clair. Et on a effectivement une bipolarisation entre un public des grandes villes qui connaît plus les langues étrangères, qui a voyagé, sans doute plus jeune, plus universitaire, qui vote libéral, versus un public lié plus aux campagnes, aux petites villes et à l'est de la Pologne qui vote conservateur. On verra bien si ces deux grandes forces restent totalement majoritaires ou si d'autres nouvelles forces politiques peuvent naître. On a eu dans la campagne présidentielle l'émergence d'un parti qui se veut le Podemos polonais, qui a intéressé beaucoup de progressistes en Pologne. On a aussi un parti de nouveaux libéraux. On a aussi un parti géré par une rockstar. Donc voilà, on verra dans les années qui viennent qui s'installe dans le paysage politique polonais et qui disparaît rapidement. Paysage qui bouge. Donc, alors je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on aborde maintenant les premiers mois de ce gouvernement, hein, dont on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais pas d'être inactif. Alors comment qualifier d'après vous l'empressement justement de ce gouvernement dans les premiers jours, on peut le dire, de son mandat, a semblé vouloir faire table rase d'un certain passé avec notamment une lustration qui a été opérée dans certains services, je pense aux services secrets, mais il y en a eu d'autres qui rappellent d'autres temps. Comment expliquer cet empressement qui n'avait pas été annoncé, vous le disiez. Oui, donc je pense que le gouvernement polonais a voulu profiter d'un état de grâce pour marquer les esprits et pour mettre à l'œuvre une espèce de revanche, expliquant ses défaites passées, expliquant ses problèmes par le fait que les médias seraient aux mains des groupes étrangers, seraient tenus uniquement par les libéraux, auraient uniquement critiqué le PiS, que la justice est aussi tenue par des élites qui ne sont pas réellement polonaises. Donc il y a là une vision du monde qui est que la Pologne n'est plus dirigée par les vrais Polonais. Et un vrai Polonais, c'est un homme qui a des liens avec la terre polonaise, qui a son épouse qui ne travaille pas, qui a de nombreux enfants, qui va à l'église et qui est porteur des bonnes vieilles traditions polonaises. Et il y a cette espèce de vision, mais que l'on a un peu partout en Europe, que voilà, les pouvoirs se délitent, on ne sait plus très bien qui a le pouvoir. Et le discours du PiS, c'est ramenons le pouvoir de la Pologne aux Polonais et à Varsovie et pas à Bruxelles ou dans les marchés de New York ou de Washington. Alors un mot, si vous voulez bien, aussi sur un des éléments de cette nouvelle politique du gouvernement qui a fait beaucoup de bruit, c'était la nomination de nouveaux juges au tribunal constitutionnel. Pour nos auditeurs qui auraient échappé un petit peu à cette saga, pouvez-vous nous en rappeler les principaux tenants et les enjeux ? Mais ce qui me semble important de retenir, c'est que dans une constitution, il y a évidemment un certain nombre d'équilibres qui doivent se faire entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, le rôle des médias. Et ce à quoi s'attaque PiS de façon frontale, extrêmement rapide, sans discussion au Parlement, faisant voter toutes ces mesures la nuit à 3h du matin, en catimini, c'est vraiment tout ce qui équilibre la démocratie. C'est ce qui permet de contrôler ce que font les hommes politiques. Et donc, le tribunal constitutionnel, comme partout, doit voir la constitutionnalité des lois. Et ce que PiS a fait, c'est revenir sur la nomination des personnes que l'ancien gouvernement avait fait pour imposer ses propres hommes dans le tribunal constitutionnel, pour que le tribunal constitutionnel, dans le futur, puisse admettre que toutes les lois votées par PiS sont constitutionnelles. Donc c'est évidemment une mesure extrêmement dangereuse en tant que telle. Elle ne suffit pas pour dire bon, la Pologne n'est plus un pays démocratique, c'est une dictature. Non, mais la Pologne et le gouvernement de PiS est en train de détricoter toute une série de contre-pouvoirs
qui font évidemment la qualité de la démocratie. Dans toutes les démocraties, on doit vérifier si les textes sont constitutionnels ou ne sont pas constitutionnels. Et donc évidemment, si vous y mettez uniquement des hommes à vous, c'est évidemment problématique. Maintenant, reconnaissons qu'en France, aux États-Unis, dans les pays européens, le fait de mettre ses amis dans ce genre d'endroit est pratique commune. La question n'est donc pas que PiS a mis ses amis. Tous les partis font cela. La question est la façon dont les règles ont été changées, la rapidité, la non-discussion et cette espèce de brutalité de faire passer des lois aussi importantes, aussi rapidement et sans débat. Alors il y a encore plus grave et peut-être encore plus inédit dans les dernières semaines, la fusion qui a été annoncée des postes de ministre de la Justice et de procureur général qui semble bafouer tous les principes de la séparation des pouvoirs. On a envie de se dire jusqu'où ils vont aller. Oui, donc ça évidemment c'est absolument dramatique parce que finalement on ne voit plus très bien si le ministre de la Justice va lui-même lancer toutes les actions judiciaires et va pouvoir lui-même décider d'un certain nombre d'accusations et de l'ouverture d'un certain nombre de procès et de quelle indépendance les juges vont encore bénéficier. Donc de nouveau, c'est une attaque frontale et très grave sur l'état de droit et sur les pratiques de l'état de droit. Alors jusqu'où vont-ils aller? C'est évidemment la grande question. Je pense que les choses ne sont pas encore claires et je ne suis pas sûr, à vrai dire, que ce soit très clair pour PiS non plus. D'abord, PiS n'est pas un monolithe. Il y a des tendances à l'intérieur. Il est clair que la personne importante, c'est Kaczynski, qui n'a pris aucune responsabilité politique. Et pourtant, quand un homme politique, quand M. Orban va en Pologne, c'est Kaczynski qui va voir. Il ne va pas voir le président, il ne va pas voir le Premier ministre, il va tout de suite voir chez Kaczynski. Donc il y a là un espèce de pouvoir occulte et qui ne peut pas être sanctionné, puisqu'il n'est pas ministre, il n'est pas... Donc bon, voilà, c'est assez étonnant. Mais est-ce que les jeux sont faits? Je ne pense pas. D'une part, donc, parce que PiS n'est pas un monolithe. Deuxièmement, parce que PiS doit aussi mener sa politique sociale. Et donc, PiS doit maintenant changer de terrain et doit rentrer dans la question économique et sociale. Est-ce qu'ils vont réussir leur politique économique et sociale ou est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent? Ce sont des points d'interrogation. Et donc, s'il y a des difficultés au point de vue économique et social, ce qui, vu leurs promesses, risque de se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont continuer dans une espèce de course en avant vers l'abîme ou est-ce qu'ils estiment qu'ils ont pris un certain nombre de positions et que ça suffit comme ça et que les réactions européennes sont déjà tellement fortes qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Donc, est-ce que la Pologne est en voie d'urbanisation? Est-ce que la Pologne est en train de suivre la voie de la Hongrie? C'est possible, mais il me semble que c'est alarmiste de dire que c'est déjà fait, aussi parce que la société civile polonaise est nettement plus forte et nettement plus organisée que la société civile hongroise. Parce que Orban est arrivé au pouvoir parce que le Parti socialiste hongrois a mis le pays en faillite et donc vous n'avez pas d'alternative à Orban. L'opposition est complètement discréditée pour sa corruption et pour sa politique économique et sociale. Et donc vous avez le droit en Hongrie de voter soit pour des nazis, soit pour Orban. Donc la situation change quand même beaucoup par rapport à la Pologne où, je l'ai dit, de nouvelles formations politiques sont en train de naître et vous avez Plateforme Civique qui est le principal compétiteur. Donc moi je ne suis pas alarmiste au point de dire la Pologne est au point où en est la Hongrie. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que je n'ai pas été beaucoup invité sur les plateaux pour parler de la Hongrie. Et je ne pense pas que c'est la sortie du livre qui explique cela. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en Hongrie, M. Orban est membre du Parti populaire européen et est totalement protégé par le Parti populaire européen. Ce qui pose quand même un problème fort à l'identité européenne de se dire que quelqu'un qui viole de façon beaucoup plus importante tous les prescrits européens est finalement beaucoup moins inquiété que la Pologne qui a fait les premiers pas.
mais qui n'est pas beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que le parti de M. Kaczynski est membre d'un groupe eurosceptique nettement moins fort. Et donc évidemment on peut tirer sur le parti de Kaczynski, mais si on avait été un peu plus responsable par rapport à M. Orban, on n'aurait sans doute pas eu M. Kaczynski. Parce qu'évidemment, M. Orban montre à M. Kaczynski qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. L'Europe ne bougera pas. Alors, comme ils ne sont pas membres d'un grand groupe européen, ils reçoivent un peu plus de coups de bâton, mais on a laissé faire M. Orban. Comment faire maintenant pour freiner M. Kaczynski? Alors justement, vous parlez de M. Orban. Avec la Hongrie, la Pologne a réactivé le groupe un peu oublié ici de Visegrad. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle dimension de la politique étrangère de ces pays d'Europe centrale et orientale qui est en train de se mettre en place par le biais de ce groupe? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a toujours existé. Il y a toujours eu une forte solidarité entre ces pays pour refuser un certain nombre de mesures européennes en termes d'Europe sociale, par exemple. Il est vrai que la crise migratoire les a réunis dans une course aux positions les plus ahurissantes les unes que les autres. Le président tchèque estimant maintenant qu'il était normal que la Grèce accueille des dizaines et des centaines de milliers de réfugiés parce que c'était le prix que la Grèce devrait payer pour ses problèmes économiques. Il n'est pas une outrance près. Il n'est pas une outrance près, mais enfin, on laisse passer toutes ces outrances. Il faut quand même noter ici, au cœur du Parlement européen, que voilà, monsieur Zeman ou monsieur Fico en Slovaquie, ils peuvent dire absolument n'importe quoi. Ça ne provoque ni du côté du Parti populaire européen, ni du Parti socialiste européen. Et M. Fico et M. Zeman sont des personnes qui ont appartenu ou appartiennent à ces grands groupes. Voilà, il y a là, ils sont protégés, ils sont vaccinés contre tout problème. M. Kaczynski, et vous l'aurez bien compris, je n'ai pas beaucoup d'amitié pour M. Kaczynski, mais voilà, lui reçoit des coups de bâton parce qu'il n'est pas dans un grand groupe, ce qui pose un problème de cohérence important quand même à l'Union européenne. Alors face à toutes ces décisions, même si vous les nuancez un petit peu, dites que c'est bon, faut attendre un peu de voir pour savoir si on s'oriente vraiment vers une dérive autoritaire. Il y a quand même eu des manifestations, des oppositions assez fortes qui sont fait jour en Pologne, notamment des manifestations populaires. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont massives et que ça peut constituer, ça peut être une alerte pour ce pouvoir polonais? Ou y a-t-il, comme vous le dites dans votre ouvrage, je l'ai vu à plusieurs moments dans les pages de votre ouvrage, une forte résignation aussi dans la société polonaise? Écoutez, ça dépend évidemment quel est le thermomètre que l'on emploie. Est-ce qu'il y a une forte réaction? Si on prend les manifestations organisées en Pologne ces 20 dernières années, celles-ci sont spectaculaires. Si on prend le thermomètre occidental, c'est bien peu de choses. Dire qu'il y a 200 000 manifestants en Pologne, oui, mais c'est 200 000 manifestants sur toute la Pologne. Et donc, c'est 20 000 à Varsovie, 5 000 là, 3 000 là, 4 000 là, et on arrive à 200 000. Donc, je ne pense absolument pas que ces manifestations mettent en péril M. Kaczynski. Je pense que beaucoup de Polonais attendent le chèque des allocations familiales. Et je ne pense donc pas, moi, que pour le moment, les cris européens ou les cris de la rue de gens très sympathiques, pro-européens, mais si vous savez, c'est un milieu, c'est nous, mais il faut, enfin voilà, souvent les Européens aiment bien s'inviter entre eux, les pro-européens aiment bien s'inviter entre eux, et on se fait plaisir et on dit qu'on est d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on est très représentatif. Et donc je crains malheureusement que mes amis polonais, j'ai beaucoup d'amis en Pologne qui ont manifesté, je ne crains qu'il ne soit pas représentatif de la société civile polonaise, du polonais moyen, qui a des difficultés sociales. Le gros problème de la Pologne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le seul à tenir un discours social, ou à prétendre tenir un discours social, c'est PiS. Si d'autres mouvements avaient pu tenir des discours sociaux, cette Pologne qui a peur, cette Pologne qui ne se développe pas, cette Pologne qui a l'impression qu'elle est perdante de l'intégration européenne et perdante de la mondialisation, aurait pu voter pour d'autres mouvements.
Alors un petit mot sur l'Église, si vous voulez bien, qui est traditionnellement très forte, très influente et très importante en Pologne. Est-ce que cette Église elle s'exprime d'une façon ou d'une autre un peu sur ces évolutions particulièrement rapides auxquelles on assiste dans les dernières semaines? Donc, comme le montre fort bien l'article qui a été publié dans l'ouvrage, l'Église polonaise, ça n'existe pas. Il y a des églises. Entre un prêtre d'une grande ville et le prêtre du petit village, il y a évidemment de très très fortes différences. Parmi les évêques polonais, vous avez aussi de vrais débats. Vous avez des plus progressistes, des plus conservateurs, des plus offensifs, certains qui sont impliqués dans le combat politique, d'autres beaucoup moins. Donc là aussi, il ne faut pas caricaturer les choses, il faut un peu apprendre à nuancer. Et c'est vrai pour l'Église de France, c'est vrai pour l'Église italienne, c'est vrai pour le Vatican, c'est vrai pour... donc voilà, il y a des églises polonaises. Ceci étant, il est clair que l'Église soutient le gouvernement actuel et estime que les mesures qui sont prises ne mettent pas en péril ses propres intérêts. Donc il y a un soutien implicite ou explicite de l'Église polonaise à ce gouvernement. Mais bon, l'Église polonaise a déjà obtenu beaucoup, donc voilà, Plateforme civique a hésité à faire avancer les choses en matière de fécondation in vitro durant sa législature. Bon, c'est évidemment des dossiers qui sont enterrés pour longtemps. Donc voilà, l'Église, elle est plutôt soutenante du pouvoir actuel et donc c'est un renfort important. Alors vous en avez déjà dit un petit mot. L'Europe, la réaction qu'elle peut avoir par rapport à ces évolutions en Pologne, vous l'avez dit, il y a des réactions qui sont un peu nuancées par le fait que, notamment pour Viktor Orban, il fasse partie du Parti populaire. Bon, pour Kaczynski, c'est un peu différent. Mais au-delà de ça, les institutions européennes, si leur réaction est plutôt mesurée pour l'instant, est-ce que c'est d'abord du fait d'un trop-plein de crises et que celle-ci, la crise polonaise, on la met de côté? Évidemment, écoutez, l'Union européenne est presque en état de mort clinique. Quand vous êtes en état de presque mort clinique, vous vous basez d'abord sur les problèmes les plus importants. Et les problèmes les plus importants, c'est évidemment la crise migratoire, comment la gérer, c'est évidemment la crise financière et c'est évidemment la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc l'Europe est totalement polarisée là-dessus. C'est pas par hasard d'ailleurs que les Polonais conservateurs de Kaczynski en profitent. Il y a là une fenêtre d'opportunité pour prendre chez vous toutes les mesures que vous voulez. Vous savez bien que l'Europe a vraiment d'autres chats à fouetter que de se poser des questions sur la liberté de la presse en Pologne. Alors on a quand même, le Parlement européen a quand même demandé à la Première ministre de venir s'exprimer, de venir défendre les positions du gouvernement polonais. C'était en janvier, mi-janvier, la Première ministre Beata Szydło est venue à Strasbourg. Comment avez-vous jugé sa prestation et quels étaient ses arguments? Mais écoutez, elle a défendu que c'était la souveraineté polonaise, que la Pologne pouvait prendre un certain nombre de lois, que ça ne contredisait en rien les lois de l'Union européenne. Voilà, certains voyaient dans les mesures prises en Pologne la copie conforme de ce qu'Orban a fait ou le début d'une dictature. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc pousser des cris d'Orphée chaque fois qu'il y a des choses qui vous déplaisent ne me semble pas être la bonne façon de faire de la politique. Donc je trouve que les attaques ont été finalement mal ciblées. Elle est restée très vague sur toute une série de questions. Mais voilà, il n'y avait pas de députés présents qui voulaient aller chercher le conflit. On a besoin de la Pologne sur un certain nombre de dossiers, on a besoin de la Pologne sur l'Angleterre, on a besoin de la Pologne sur toute une série de questions. Donc je ne pense pas que ce genre d'audition ait vraiment changé grand chose. Et est-ce que le rapport de la commission de Venise qui risque de sortir dans les prochaines semaines, dont on sait qu'il va être très sévère d'ores et déjà, est-ce que lui peut-être changer quelque chose? On parle d'une suspension du droit de vote, notamment de la Pologne. Oui, enfin, je n'y crois pas. Je pense que si l'Union européenne
pouvait prendre ce genre de mesures. Je pense qu'on aurait pu appliquer cela à l'Italie avec M. Berlusconi. On ne l'a absolument pas fait. Et donc, je vois mal comment est-ce que les pays d'Europe centrale permettraient que ce soit la Pologne qui, la première, un des grands pays, 40 millions d'habitants, qui serait sanctionné de cette façon. Et qui plus est, ça m'apparaîtrait vraiment envoyer un signal aux citoyens que décidément l'Europe centrale est le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas. Écoutez, le gouvernement danois vis-à-vis des migrants a pris des mesures qui rappellent vraiment la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas entendu l'Union européenne s'émouvoir. Donc cette espèce d'émotion à géométrie variable, et particulièrement dans cette instance qui est le Parlement européen, qui s'émeut en permanence et qui a l'indignation permanente, à quelque chose que je trouve de risible. Il ne suffit plus de faire des discours avec Louis Michel, Verhofstadt, Cohn-Bendit qui font des belles déclarations qui passent sur YouTube. Je ne sais pas si toutes ces personnes ont exactement pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne et que ce discours, les citoyens européens sont très très loin d'estimer malheureusement que c'est aussi important. Donc l'indignation morale, il en faut. Je me réjouis que Louis Michel ait fait des déclarations très très fortes, mais c'est vraiment très très peu suffisant. Et tant que le Parti populaire européen, le Parti socialiste européen maintiennent dans leur groupe des personnages comme M. Zeman ou comme M. Fico et que le PPE laisse M. Orban, c'est de l'hypocrisie complète que d'aller, d'une part, aller condamner la Pologne, alors que dans vos groupes, vous avez des gens qui disent bien pire et qui font bien pire. Est-ce que du côté des chancelleries, là, des gouvernements nationaux, c'est un peu la même chose? Vous parliez, la Belgique avait pris l'habitude de travailler sur certains grands dossiers avec la Pologne. Est-ce que maintenant il y a une humeur évidemment très différente? Il y a une humeur différente en Belgique. On a aussi un gouvernement où le parti moteur est la NVA, qui est un parti eurosceptique. Donc même la Belgique est traversée par... il n'y a plus, à part au Parlement européen et dans les élites qui vivent de l'Union européenne, les défenseurs de l'Union européenne commencent à se compter. Je suis professeur depuis des années à l'Institut d'études européennes. Je vois bien que, y compris parmi les étudiants, l'humeur, l'ambiance a complètement changé. Il y a 10 ans, 15 ans, je donnais cours à des gens qui avaient la foi européenne. Ils venaient de toute l'Europe pour construire un modèle supérieur d'Europe sociale, d'Europe politique. À Habermas, on allait créer le citoyen européen. Aujourd'hui, on a des étudiants qui, au mieux, vous disent « moi, je veux un bon boulot et je veux travailler dans les institutions européennes parce que ça paye bien », ou des étudiants qui sont franchement eurosceptiques. Y compris chez des jeunes intellectuels ou des jeunes universitaires, cet euroscepticisme est très très présent. Alors, il est bien présent en Pologne, mais de nouveau, ne nous trompons pas et ne faisons pas de la Pologne le bouc émissaire ou l'Europe centrale de ce bouc émissaire. Je rappelle tout de même que Marine Le Pen, c'est en France et c'est pas en Europe de l'Est. Donc il faut qu'on s'inquiète autant sur l'Union européenne que sur... écoutez, je trouve qu'un pays dont le premier parti est celui de Marine Le Pen, je m'étonne de voir un certain nombre de Français donner des leçons à la Pologne. Je pense que chacun doit balayer devant sa porte et que, il faut sans doute repenser le projet européen, le faire renaître et qu'il ait une composante démocratique, citoyenne et sociale nettement plus important. Je pense que la rupture s'est passée lors de la création du grand marché. On a dit on fait le grand marché d'abord, on fait l'Europe sociale après. Bon, voilà, les gens qui ont cru ça se sont fait avoir parce que l'Europe sociale, on ne l'a jamais vue et on en paye aujourd'hui tragiquement le coût. Merci. Alors je voudrais conclure, si vous le voulez bien, en revenant vraiment sur la Pologne. Le mandat, je le disais en préambule, de ce nouveau Parlement, c'est 4 ans. Je sais que c'est toujours compliqué de faire ça, mais bon, vous suivez la Pologne depuis très longtemps. S'il y avait un peu de prospective à faire pour ce que vous voyez
l'évolution de la Pologne dans les prochaines années? Donc moi je pense que la Pologne va changer parce que la société polonaise dans ses tréfonds est en train d'évoluer. Vous savez, la société polonaise se sécularise, la société polonaise se modernise, le nombre de Polonais qui vont à l'étranger, qui voient comment ça fonctionne, le nombre de personnes qui ont travaillé, qui rentrent. Moi je ne vois plus tellement d'écart entre la vie de jeunes étudiants polonais et de jeunes étudiants belges. Je n'ai pas l'impression que les choses soient aussi différentes. Alors peut-être vont-ils plus à l'église, même si les églises se vident petit à petit en Pologne aussi. Là, à écouter dans la morale privée, dans la vie sexuelle, ce que dit l'Église polonaise, je pense que les étudiants polonais sont passés à tout à fait autre chose. Donc je pense que vraiment dans les profondeurs de la société, la Pologne va se séculariser, elle va se moderniser. Elle restera toujours évidemment un pays coincé entre la Russie et l'Allemagne, un pays avec sa propre histoire. Mais je pense que la Pologne ce n'est pas le pays d'Europe centrale qui m'inquiète le plus, en tout cas quant à son avenir. Entre autres parce que vous n'avez pas en Pologne de tradition d'extrême droite. Être fasciste en Pologne avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment absolument impossible. Vous savez, des petits corpuscules, ils sont de plus en plus présents, ils donnent de plus en plus de coups dans les manifestations, d'accord. Mais en comparaison de ce qui est en train de se passer en Hongrie, en Slovaquie, où on a eu les élections ce week-end-ci avec l'entrée d'un mouvement nazi, la presse n'en a quasi pas parlé, mais enfin, il y a donc un parti nazi comme Aube dorée en Grèce qui rentre au pouvoir en Slovaquie, malgré le discours anti-immigré du Premier ministre. Je pense qu'en Europe centrale, on a à s'inquiéter réellement pour la continuité démocratique dans un certain nombre de pays. Ce n'est pas la Pologne qui m'inquiète le plus. Il y a les traditions de solidarité, il y a une tradition de société civile. Donc, tout laïc que je suis, ce n'est pas la Pologne qui m'inquiète le plus en Europe centrale. Eh bien, merci. Des inquiétudes, donc on l'aura compris, nuancées pour la Pologne, mais renforcées pour d'autres pays du voisinage, Hongrie et Slovaquie notamment. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Monsieur de Waal, d'avoir accepté d'y participer et d'avoir éclairé nos auditeurs pour essayer de comprendre ce pays qui évolue rapidement. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de coordonner aux éditions L'Harmattan, Comprendre la Pologne, édité en janvier de cette année. Merci encore et à très bientôt, je l'espère. Cette émission restera disponible à l'écoute en podcast sur le site de Radio Nantes, également en vidéo. Merci et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes.